Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans Un pilote presque parfait, votre émission dérivée de votre podcast serial habituel, la saison des séries. Je m'appelle Junior et je suis comme à chaque fois très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est en 2024, bonne année à toutes et à tous, je vous souhaite plein de bonnes choses, d'être heureux et surtout de découvrir le moins souvent possible des épisodes totalement foireux. Je vous le souhaite à vous et à nous aussi dans l'équipe, vous l'aurez compris. Pour celles et ceux qui découvrent ce podcast, un rappel du concept, 3 personnes discutent uniquement du premier épisode d'une série que l'on passe en revue scène par scène, et une fois qu'on a commenté en long, en large et en travers ce pilote, chaque participant doit lui attribuer une note entre 0 et 10. L'objectif est de déterminer dans un classement quelles sont les séries les plus efficaces dès leur premier épisode. Pour ce nouveau PPP, pas d'invité extérieur aujourd'hui, on reste entre nous et je vous présente d'abord celle que vous aviez pu entendre dans une émission précédente consacrée à Gilmore Girls. Je suis ravi de retrouver Alexandra. Salut Alex. Salut Junior et puis bonne année. Oui, bonne année à toi aussi, meilleurs vœux. Je sens que je vais exploser mon quota rien que sur cette émission. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Oui, très bien, très bien. Lui, il officie avec son frère Mathieu dans le podcast Recall. Il est venu de nombreuses fois ici commenter entre autres Stranger Things ou encore ce chef-d'œuvre signé Jean-Luc Azoulay, Les Mystères de l'amour. Il s'agit de Franck. Salut Franck. Salut Junior et bonne année à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que cette année commence bien pour vous. En tout cas, mieux que effectivement le dernier épisode de PPP sur cette magnifique série de Jean-Luc Azoulay. Et l'année ne peut être que mieux. Oui, je peux vous rassurer, mes chroniqueurs m'en veulent encore pour les mystères. Au programme de ce premier PPP version 2024, on remonte très loin dans le temps. Direction le 17 septembre 1964, date à laquelle débarquait sur la chaîne ABC la sitcom américaine Ma sorcière bien-aimée ou Bewitched en VO, une création de Sol Sachs au compteur. 8 saisons et 254 épisodes. Ma sorcière bien-aimée est disponible via l'application molotov.tv qui est visiblement gratuite et elle est également disponible en DVD. Pour vous donner un aperçu de cette série, je vous propose un premier extrait et on en parle juste après. Il était une fois une jeune fille typique. Un jour, par hasard, elle se heurta à un jeune homme non moins typique. Elle se heurta à ce jeune homme une deuxième fois. Une troisième fois. Alors, ils décidèrent de s'asseoir et d'étudier ensemble le moyen d'éviter un accident. Ils devinrent bons amis et découvrirent qu'ils avaient une foule de goûts communs. Pour celles et ceux qui n'ont jamais vu Ma sorcière bien-aimée, Alex, est-ce que tu veux nous faire un résumé de cette série anciennement diffusée sur M6, s'il te plaît ? C'est l'histoire de Jean-Pierre Stevens, publicitaire, qui rencontre Samantha, une femme qui représente tout à fait le stéréotype de l'américaine parfaite des années 60. Elle est blonde, elle est mince, elle est jolie, elle est aimante, sauf qu'en fait, elle se révèle être une sorcière. Et donc les épisodes seront ponctués de son utilisation de la magie pour résoudre des problèmes souvent liés à Andorra, sa mère, qui se veut briseuse de ménage car elle n'accepte pas du tout son beau-fils qu'elle trouve médiocre et sans intérêt pour sa fille. Voilà, parce que déjà, il n'est qu'un simple homme et il n'est pas sorcier. Une belle mère classique. Et ce qui est intéressant, c'est dans le résumé d'Alex, c'est que, et ça va être le fil directeur d'ailleurs de ce pilote et de la série, j'ai envie de dire, est-ce que Samantha est vraiment une ménagère bien sous tout rapport ? Ou est-ce qu'on est dans quelque chose de l'émancipation féminine à une moindre mesure, puisqu'on est dans les années 60, on n'est jamais remonté aussi loin, et ça va être super intéressant quelques temps après avoir commenté Charmed dans Un pilote presque parfait. Au casting de ce pilote, Elizabeth Montgomery, Dick York, Agnès Moorhead, David White, José Ferrer et Nancy Kovac, entre autres. Avant d'entrer de plein pied dans le pilote, une question habituelle et une autre un peu plus spécifique. Franck, quand est-ce que tu as découvert Ma sorcière bien-aimée ? Et plus largement, j'aimerais beaucoup savoir quelle relation tu as avec les séries où ça parle de sorcellerie. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette thématique ?
Alors, moi j'ai découvert Ma sorcière bien-aimée quand ça passait sur M6 il y a fort longtemps. Voilà, et du coup, je regardais effectivement quand ça passait. Donc j'ai suivi de manière épisodique. Alors, à l'époque, je regardais plus ou moins tous les jours quand ça passait. Mais on avait une relation complètement différente aux séries il y a quelques années. Et voilà, après j'ai pas suivi, donc c'est-à-dire que je pense que j'ai pas du tout vu toutes les saisons. Et sur ma relation aux séries de sorcières, alors j'en connais quelques-unes, mais j'en ai pas vraiment regardé tant que ça. C'est-à-dire que effectivement je connais Charmed, mais j'ai absolument pas suivi. J'ai pas vraiment suivi beaucoup de séries en fait avec des sorcières. Parce que juste, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Voilà. Ça peut être sympa en fait d'avoir des séries avec des sorcières. Il y a plein de possibilités. Je trouve avec les sorcières, que ça soit comique ou pas. Mais non, j'ai jamais creusé ce sujet-là. Très bien. Pour ma part, j'ai découvert pareil, la série au même moment. Donc dans les années 90, il y avait beaucoup de rediffusions de séries anciennes. À midi sur M6, c'était juste avant La petite maison dans la prairie. Et ado, et je me rends compte que je matais pas mal de programmes qui impliquaient la sorcellerie à l'écran, donc Charmed, Sabrina l'apprentie sorcière, alors version années 90-2000, hein, pas la version Netflix des années 2010. Donc celle avec Melissa Joan Hart, je regardais pas mal sur France 2, Ma sorcière bien-aimée évidemment, mais j'ai de très lointains souvenirs de ça. Je me souviens de Tabata, je me souviens évidemment de ce nez qu'elle fait bouger. Je captais pas forcément tous les enjeux et les enjeux ne me captivaient pas autant qu'une série qu'on a pu diffuser plus tard sur la même case horaire, comme Malcolm ou parallèlement à Ma sorcière bien-aimée, Madame est servie ou ce genre de sitcom que je préférais voir. Je préférais le Cosby Show, je préférais Madame est servie, ce genre de truc. Je trouvais que c'était plus attractif pour l'ado que j'étais. Voilà, mais tout est une histoire de génération. Hein. Pour citer une autre série sur la sorcellerie, ma sœur, qui elle est dans la vingtaine, elle a grandi avec les sorciers de Waverly Place, avec une certaine Selena Gomez au casting, celle qui joue aujourd'hui Mabel dans Only Murders in the Building. Regardez cette série d'ailleurs. Donc voilà à quoi se limitent mes souvenirs concernant les séries sur les sorcières et sur Ma sorcière bien-aimée. Et toi, Alex, j'aimerais beaucoup savoir, est-ce que tu en as maté souvent des séries avec des sorcières et Ma sorcière bien-aimée, ça représente quoi pour toi ? Alors, Ma sorcière bien-aimée, ça représente les pauses déjeuner au collège, surtout. Juste avant La petite maison dans la prairie, comme tu le disais. Oui, en fait, je voyais pas tout ce qu'il fallait voir en fait dans cette série. C'est pour ça que c'était très intéressant de préparer ces PPP. Les sorcières en général, ça m'a toujours intéressée parce que ça fait souvent référence au féminisme, directement ou indirectement. Et en fait, quand j'ai maté, donc quand j'étais au collège, Ma sorcière bien-aimée, je voyais pas en fait tout ça. Et en fait, quand on y repense, c'est plutôt logique, puisque dans les années 60, aux États-Unis, tu as des mouvements féministes qui prennent de l'ampleur. Donc ça colle tout à fait. Alors, juste pour la petite histoire, on parle d'M6, mais ça n'a pas été la seule chaîne à avoir diffusé Ma sorcière bien-aimée. Elle a été diffusée en France dès 1966 par le RTF, puis Antenne 2, puis M6, on l'a dit, et une filiale, une chaîne du groupe M6 qui s'appelle Sister, et ça a même été diffusé sur Gulli, sur le canal 18. Est-ce que vous savez, à tout hasard, quelle a été l'inspiration ? Qu'est-ce qui a amené la création de cette série, Ma sorcière bien-aimée ? Oui, c'est un film de René Clair, non ? Ma femme est une sorcière. Exact, c'est un film américain réalisé par un Français. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts à entrer dans ce pilote ? Toujours. Oui. Le pilote de Ma sorcière bien-aimée s'appelle, en VF, Un conte de sorcière, et en VO, le pilote a pour nom Hi Darren, take this witch, Samantha. Alors il faut expliquer. Est-ce que tu as compris, avec mon accent magnifique, Franck, ce que j'ai dit ? Oui, tu as dit, moi, Darin, je prends la sorcière Samantha. Voilà, mais c'est qui Darin ? Alors, Darin, du coup, aussi étonnant que ça puisse paraître, et que j'ai découvert en préparant cette émission, en fait, c'est le nom original de Jean-Pierre. Parce que les traducteurs se sont dit, tiens, on va franciser un petit peu les noms de la plupart des gens. Donc Samantha, ça passe, mais Darin, c'est pas... Voilà, donc on va l'appeler Jean-Pierre. Quelle immense blague, sérieux quoi. Mais tout un mythe s'effondre pour moi. Mais oui, et pourquoi c'est pas étonnant quelque part ? Jean-Pierre, je sais pas, il y avait beaucoup de Jean-Pierre parmi les animateurs télé, on s'est dit que c'est un prénom de gendre idéal, et Darin, ça parle à personne, donc on change. Ils ont tellement francisé de noms. Captain Tsubasa, donc Olive et Tom,
qu'ils ont transformé en Olivia Hatton. La liste est longue, hein. Soit en européanisé, soit en francisé, quoi. Ah bah oui, c'est-à-dire que Ryo Saeba qui devient Nicky Larson, voilà, il est violent celui-là aussi. Mais oui, alors c'est peut-être facile à dire, hein, 40, 50 ans après, mais ou plus. Mais voilà, c'est quand même des choix qui sont assez étonnants, je trouve. Alors, le pilote s'ouvre sur une jeune femme blonde en tailleur rose bonbon façon Jackie Kennedy. Elle déambule dans la rue, toute fringante, toute pimpante. Je vous donne son nom pour vous repérer. Il s'agit de Samantha et on entend la voix du narrateur. On apprend que Samantha est une jeune femme typique qui heurte un jeune homme pas moins typique. En fait, il se rentre dedans, quoi, pour la première fois. Ce jeune homme, lui, il porte un costume noir, c'est Jean-Pierre, donc un peu habillé façon Mad Men d'ailleurs. Ils se rencontrent, on dirait, dans une banque. Ils se rentrent dedans parce qu'ils sont maladroits et pas attentifs. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, puis finalement, ils décident de boire un verre, de faire connaissance au point de devenir amis. Et on apprend qu'ils ont pas mal de choses en commun, la télé, la radio, le train, sauf que dans chaque plan qui nous est montré à nous, on voit ce couple d'amis devenus des amants se rouler des pelles au parc, devant la radio qui tourne et à la maison devant une télé allumée, ou même devant ce train d'ailleurs qui passe sous leur nez. Bref, ils sont amoureux et au bout d'un moment, le jeune homme, dans le respect des conventions de l'époque, doit faire sa demande. D'ailleurs, tout est expliqué sous l'angle du mec qui a vraiment succombé. Il l'a trouvée attirante, il l'a trouvée irrésistible. On apprend qu'ils ont eu un mariage et une lune de miel et un appart apparemment typique. Et cette voix off aussi, dans son dernier plan du pré-générique, nous laisse découvrir une Samantha assise devant sa coiffeuse, qui a besoin donc de se brosser les cheveux et fait voler à travers sa chambre cette brosse afin de pouvoir s'exécuter et se coiffer. Fin du pré-générique sur cette découverte que Samantha est une sorcière. Alexandra, qu'est-ce qu'il t'a inspiré, ce pré-générique ? Ce pré-générique, il est drôle parce que il y a la répétition de typique. À chaque fois, tout est typique, donc parfaitement normal. Et en fait, on va se rendre compte que non, en fait, c'est pas du tout normal avec cette dernière scène où elle fait voler l'objet. On entend les rires du public. Enfin, c'est l'élément comique du pré-générique, en fait. Oui, il faut partir du principe, je rappelle, on est dans les années 60, que tout l'humour qui est dedans est très basique. Franck ? Oui, effectivement, l'humour est basique. C'est un humour aussi de répétition et de décalage entre la voix off du narrateur et ce que nous, on peut voir à l'écran. Et après, en fait, il y a déjà finalement une partie de l'essentiel de ce qu'on va suivre finalement dans cette série, c'est-à-dire avant l'arrivée de l'élément perturbateur qui arrivera juste après le générique. Mais on va suivre les aventures du jeune couple qui sont très amoureux, qui font beaucoup de bisous. Et petit élément aussi différenciant dans ce couple, c'est qu'elle est une sorcière. Maintenant, je commence à comprendre où Jean-Luc Azoulay a puisé ce besoin de se rouler des pelles devant la caméra, en fait. Dans Hélène et les garçons, Premier baiser, tout ça, ça vient de là, j'en suis sûr. Non, parce que là, ça a l'air sain, tu vois. Là, c'est deux jeunes gens qui ont l'air amoureux et qui s'embrassent. Tout va bien. Il n'y a aucune connotation perverse derrière. Oui, c'est vrai, vu comme ça, tu as raison. On a en effet tout ce qui va faire le sel de la série. On a tout simplement toute la pointe d'ironie qui reviendra tout le temps pour dire voilà la situation qu'on vous montre, mais par la voix off ou par le comportement derrière, en dehors d'autres personnages, voilà la vraie nature des caractéristiques de chaque personnage, et c'est vachement intéressant. Bon, je vous propose d'écouter le générique qui se lance, et puis après on va le commenter un peu, tiens, tous ensemble. Alors, je sais qu'Alex et Franck, vous aviez 2-3 choses à dire sur ce générique. On commence par Alex, tiens. Oui, donc le générique, il est sous forme de dessin animé. Il est plutôt bien représentatif. On voit Jean-Pierre un peu hébété, qui comprend rien, bon, comme d'habitude, comme 90% du temps dans toute la série. Et donc, en fait, Samantha se transforme en chat.
Et elle apparaît dans les bras de Jean-Pierre et elle réapparaît en fait sous sa forme initiale. Et en fait, c'est vraiment représentatif de toutes les saisons, de tous les épisodes, puisqu'en fait, il est comme ça, Jean-Pierre, il pige jamais rien, ou alors quand il pige, il est trop tard. Et en fait, Samantha, c'est elle qui a le pouvoir, en fait. Elle apparaît, elle disparaît, elle se transforme, etc. Et elle résout tous les problèmes. Et en fait, ce générique, il est déjà féministe en soi, quoi. Franck? Ce que je voulais rajouter sur le générique, c'est deux choses. C'est qu'il a été réalisé par les studios Hanna et Barbera, voilà, donc qui ont fait plein de choses, Satanas et Diabolo, Scooby-Doo, plein. Les Fous du Volant, j'adorais ce dessin animé. Les Fous du Volant, Captain Caverne, enfin plein de dessins animés. Et il y avait là du coup dans la version qu'on a regardée et qui était diffusée, qui me marquait quand c'était diffusé sur M6, c'est qu'en fait au début du générique, il y avait une voix off qui annonçait que Elizabeth Montgomery jouait dans Ma sorcière bien-aimée. Là, ça y était, c'est du vrai. coup, j'ai été surpris et je me suis dit mais c'est pas possible, est-ce que j'ai inventé ça? Est-ce que c'était moi qui me faisais cette voix dans ma tête? Et en fait non, en faisant des recherches, et après ça a disparu, quand ils ont essayé de remasteriser les épisodes, parce que effectivement la série a 60 ans, hein, ils ont perdu ça, donc du coup on n'a plus cette partie-là de la voix off masculine qui disait Elizabeth Montgomery dans... Ça rajoutait un peu au charme désuet de la série Tout à fait. que de laisser cette intro-là. Et pour la petite histoire, chacun d'entre nous, on a maté une version DVD en fait, de l'épisode édité en DVD, c'est pour ça qu'on ne l'a plus. Je vous propose de découvrir une maman sorcière un peu envahissante. Oui, alors il y a Andorra, la mère de Samantha, qui fait son apparition. Donc, elle sait que sa fille s'est mariée, mais le comble, c'est qu'elle ne sait pas qu'il est humain. Donc, je trouve ça un peu limite. Elle sait ou elle sait pas. Enfin, c'est une sorcière avec des pouvoirs ou pas. Et donc, pendant ce temps, Jean-Pierre, il attend à l'accueil de l'hôtel. Et donc, sa belle-mère tente de se débarrasser de lui. Donc, à chaque fois qu'il est sur le point de revenir dans la chambre, et elle le renvoie à l'accueil, en fait, de l'hôtel, tout simplement. Elle le téléporte, en fait. Oui, elle le téléporte, merci. Et donc, en fait, Samantha essaie de se débarrasser de sa mère, qui, elle, essaie de se débarrasser de son beau-fils. Et donc, sa mère lui dit qu'il faut rester sur ses gardes, parce que les humains ont des stéréotypes sur les sorcières, etc., etc. On sent vraiment la maman là très protectrice du genre mais qu'est-ce que tu me fais ma fille, en plus c'est sûr ça vient pas de ton raisonnement là et ta façon de fonctionner, ça vient pas de moi, mais qu'est-ce que tu perds ton temps à épouser un humain, en gros un benet quoi, un grand dadé un peu inutile. Ouais, on sent vraiment que la maman est loin d'approuver tout ça et elle est même un peu envahissante et elle est prête à en découdre pour faire tourner les gens en bourrique. Franck? Oui, c'est ce qu'on voit en fait. Alors, il y a l'apparition d'Endora qui sera après, c'est un des personnages récurrents et un des personnages cultes de cette série. Effectivement, c'est l'élément perturbateur la grande majorité du temps dans la série. Et déjà là, on l'introduit pour montrer qu'elle sera là et qu'il va avoir des conflits entre elle et Jean-Pierre. Et elle arrive pour pouvoir aussi instaurer le background de dire qu'il va avoir une famille de sorciers et qu'il va avoir une sorte de lutte de classe entre les sorciers et les pauvres humains, enfin en tout cas le pauvre humain que peut être Jean-Pierre. C'est ça qui est déjà instauré dans cette petite scène. Elle a une vraie rancœur envers les humains, elle est pas très fan et elle a un caractère vraiment, il y a quelque chose d'acariâtre quoi, elle est jamais contente, enfin, c'est marrant quoi. Pour la petite histoire, on notera dans cette scène que Samantha est encore une fois habillée en rose, même si c'est en longue chemise de nuit. Après, oui, ce sont les couleurs de tendance de l'époque, quoi. Enfin, c'était très, très tranché. Et pour revenir au personnage d'Andorra, en fait, c'est pas le seul portrait féminin à en prendre plein la tronche. Il y a beaucoup de femmes comme ça qui ont un caractère presque problématique, en fait. On veut diaboliser beaucoup de femmes dans cette série. Mais d'ailleurs, ça se voit aussi sur ses habits et sur la manière d'être. Elle est très, très colorée. Mm-hmm. Elle est maquillée, c'est limite outrancier tellement elle a du maquillage sur la gueule quoi. Et je pense qu'elle est là aussi en miroir avec ce que tu disais Junior, c'est que pour l'instant en tout cas Samantha paraît très lisse, très gentille petite fille. On lui dit en plus t'es très jeune, voilà. Elle est habillée en rose, au début elle se coiffe devant sa coiffeuse avec sa petite brosse, enfin donc il y a aussi le clivage entre ces deux femmes.
Il faut t'endurcir, ma fille. Mais Andorra, je suis désolé, je la vois vachement comme un personnage cartoonesque, quoi. Parce qu'elle aura souvent cette tenue-là. Quand je l'ai vue, ça m'a rappelé tout de suite mon enfance, quoi. Parce qu'elle a souvent ce costume vert, cette longue tunique, avec ses dessous rouge flashy, mauve flashy, pardon. Donc c'est assez drôle aussi. Mais justement, elle représente tout ce qu'il ne faut pas dans une société qui est encore trop patriarcale. La femme doit être tirée à 4 épingles, parfaite, discrète, et c'est tout ce que Andorra n'est pas, en fait, au final. Exact. Oh, well, then that's easy. I'll just have him trip over a rug and break an arm. Mother, you'll leave him alone. He's a dear, sweet, wonderful, perfectly marvelous man. Oh, my poor baby. He sounds simply horrible. Oh, but don't worry, Samantha. I'll get you out of here. I'm not going. Really? How would you like to spend your wedding night with a bullfrog? Don't you understand? I'm happy with him. Don't talk to your mother like that. I'll tell you when you're happy. Oh, he's coming in. I'll take care of that. Easy now. Ooh, I'm not going to hurt him. Je vous propose de retrouver notre pauvre Jean-Pierre qui a été téléporté dans le hall. Eh ben oui, du coup, il est pour la première fois, il est téléporté dans le hall. Donc, il met ça sous le coup du champagne. Il remonte, donc il essaye de remonter. Et dans le même temps, Andorra et Samantha continuent à discuter. Et la discussion tourne plutôt sur le fait que Samantha veut que Andorra parte parce qu'elle va rester mariée, elle est amoureuse de Jean-Pierre, elle va rester mariée avec lui et elle commence à faire un de ses premiers mouvements avec son nez et ses lèvres avec le petit son qui est associé et qui est très caractéristique de la série. Voilà. Voilà, et pareil. J'espère que tu doubleras ce son avec le vrai son. Comme ça, on pourra croire que c'est... Je l'ajouterai. Et du coup, elle commence à essayer de lui lancer des sorts, donc en continuant de lancer différents types de sorts là, qui pourraient s'apparenter à des sorts qu'on pourrait connaître, qui sont assez classiques, pour essayer de faire disparaître sa mère, carrément, mais elle n'y arrive pas. On voit que du coup, sa mère est une sorcière bien plus puissante qu'elle, et on va finir la scène sur Jean-Pierre qui arrive encore dans la chambre, et qui se fait encore une fois renvoyer dans le hall. Il est sur le point de taper à la porte, et là, du coup, il est renvoyé dans le hall, et il est à la limite de taper sur le barmaid qui est en face de lui. Le pauvre, l'air complètement hagard. Il se dit que le champagne qu'il a bu, c'est probablement pas du champomis. Il se met à le sniffer. Enfin, vraiment, c'est un benet, quoi. Et j'aime bien quand Samantha tente de faire dégager sa mère en invoquant Belzébuth et la queue poilue du bouc. Enfin, j'ai pas tout compris. Et puis, évidemment, ce mouvement de nez qui devient une marque de fabrique et qu'on voit dans le générique, c'est aussi mythique que le claquement de doigts de Joséphine Ange Gardien, quoi. C'est vraiment une mimique iconique. Alex? Écoute, oui, en fait, c'est le grotesque de situation là qui fonctionne bien. Enfin, c'est ces répétitions il repart au point de départ et au final, ça va être ça pendant tous les épisodes. Et puis il est là, il pille rien en fait. Il est très très naïf comme personnage en fait, du début jusqu'à la fin. Ça rappelle un peu Mr Bean avec le côté burlesque en moins en fait. Ouais. Quand je vois Jean-Pierre dans cet épisode. Je vous propose de retourner dans la chambre avec Andorra et Samantha. On apprend par Andorra que Samantha est jeune, manque d'expérience. Et puis Andorra là rentre dans une espèce de pamphlet où elle détruit plein de préjugés sur les sorcières, qu'elles ne travaillent qu'une fois par an, le 31 octobre, qu'elles enfourchent leur balai en portant un grand chapeau pointu. Andorra demande à sa fille: tu crois qu'il va le prendre comment quand tu sauras que t'es une sorcière, jeune fille? Et Samantha nous apprend qu'elle va tout lui balancer à son mari, et très vite. Pas de secret entre nous, il ne doit pas y avoir de secret entre mari et femme. Je suis certain qu'Alex a tiqué sur cette réplique. C'est même pas la pire, là, tu vois. Finalement, Andorra, qui pense que son beau-fils va dégager sa femme une fois qu'il saura que Samantha est une sorcière, finit par disparaître de la chambre, et Samantha est soulagée et part enfin rejoindre son mari dans le salon. Donc Jean-Pierre est sur le point d'expliquer à sa femme qu'il sort d'un moment un peu chelou, en mode « tu me croiras jamais chérie, j'ai été à l'instant la victime de phénomènes étranges ». Mais face à Jean-Pierre, sa femme Samantha affiche un grand sourire et un regard en mode « prends-moi grand fou ». Et Jean-Pierre s'interrompt. Net, il sourit à son tour et pense clairement qu'ils vont faire la bagatelle. Oui, aujourd'hui c'est thématique phrase de vieux.
parce que vu que la série est ancienne. Sauf que Samantha arrête tout en mode « Assieds-toi Jean-Pierre, faut que je te parle ». J'aimerais beaucoup avoir votre regard sur cette scène, Franck. Alors clairement c'est une des scènes qui va annoncer les sous-entendus sexuels et qu'en fait on ne voit jamais parce que la seule chose qu'ils vont faire c'est des bisous, mais clairement on sent, et il y aura d'autres scènes après, ne serait-ce que dans ce pilote, où en fait ils se passent leur temps à s'envoyer en l'air les deux quoi. Mais oui. Ouais. Et donc voilà, c'est très très drôle du coup, en plus de le revoir, alors je sais pas si on l'avait vu il y a 60 ans est-ce qu'on aurait perçu ça, mais là c'est très drôle de voir qu'en fait c'est un jeune couple hein, donc ils font pas que des bisous et voilà. On est entre nous, Franck, tu peux dire c'est normal quand on est jeune marié, on est chaud bouillant, donc forcément, mais on est dans l'Amérique puritaine des années 60, donc c'est plus compliqué à illustrer. Alex? Oui, c'est surtout qu'en fait, ils se sont mariés très rapidement, comme on le faisait à l'époque. C'est-à-dire que, si ça se trouve, ils n'avaient pas consommé avant le mariage, parce que c'était péché, quoi. Et donc, en effet, c'est vraiment le tout début, quoi. La lune de miel, elle dure genre 1 an, quoi, tellement... Ils sont chauds bouillants, comme tu dis. Mais ils se sont mariés tellement vite, peut-être trop vite, on ne sait pas d'ailleurs, on va le découvrir au fur et à mesure de ce pilote. Mais c'est ça en plus, à l'époque en fait on apprend à se connaître après le mariage quoi, tu vois, c'est plus du tout la même logique aujourd'hui, Dieu merci. C'est fou quand même, s'il y a déception, s'il n'y a pas de symbiose sous la couette, c'est triste quand même. Enfin bon bref, pardon on s'égare. Donc chapitre suivant, Samantha révèle son vrai visage. Et oui, donc là c'est le moment où Samantha dit à son mari qu'ils ne vont pas s'envoyer en l'air, mais qu'il faut parler. Et donc elle va lui annoncer que c'est une sorcière, c'est ce qu'elle lui annonce. Au départ, il ne croit pas. Il lui raconte une histoire de sa tante qui se prend pour un phare. Et ce qu'elle lui réplique, dire mais peut-être qu'en fait ta tante est vraiment un phare et c'est toi qui vois une vieille dame. Et il lui dit que en fait pour croire ça, il a jamais vu ça, donc il aurait besoin de preuves. Et là commence du coup une scène plutôt comique où il s'assoit, il essaye un briquet, alors parce qu'il y avait des briquets dans les hôtels à cette époque-là, donc il essaye un briquet en disant mais ça ne fonctionne jamais, et du coup hop, elle le fait fonctionner, et il commence à fumer, parce qu'on pouvait aussi fumer dans les chambres d'hôtel, et il essaye désespérément de jeter sa cendre dans son cendrier, mais le cendrier a une tendance à bouger dans tous les sens, voilà, parce que Samantha est derrière lui et fait bouger le cendrier, donc il commence à se poser vraiment des questions sur ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est toujours le champagne, ou est-ce que ma femme est en train de me dire la vérité et les sorcières existent pour de vrai? Donc il va ouvrir la fenêtre pour prendre un petit peu l'air, et il dit donc qu'il aurait besoin d'un bon cocktail, et là hop, elle lui fait apparaître un cocktail dans la main. Il se rend compte du coup de ça, que là vraiment il n'y a plus trop de doutes possibles, donc il demande, dit en fait j'aurais besoin d'un autre cocktail, et cet autre cocktail apparaît avec une paille, la paille apparaît, et donc il y croit, et il s'assoit du coup de stupéfaction dans son fauteuil. Il commence un petit peu quand même à angoisser, et pour finir la scène, et voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un petit bisou. Et là, on ouvre la page effets spéciaux. Et évidemment que nous, on a grandi, on a vu l'évolution des effets spéciaux de cette série aux effets spéciaux Marvel d'aujourd'hui. Bon, c'est toujours délicat avec notre regard des années 2020 de commenter une série d'il y a 60 ans, mais quand même... Comment avez-vous trouvé cette scène, et puis au-delà de ça, les effets spéciaux, pour faire comprendre à Jean-Pierre que, attention, cette fois, la magie est là et elle opère? Alex? Ce qui m'a frappé, c'est ce qu'elle lui dit à la fin, en fait. Elle essaye de la rassurer, et elle lui dit « Mais t'inquiète pas, je serai l'épouse dont tu rêves. » Donc elle va faire la promesse de se soumettre, parce qu'elle peut le faire comme n'importe quelle femme, finalement. C'est pas parce qu'elle est puissante, au sens où elle a un pouvoir, qu'elle ne peut pas être docile et clairement soumise. Oui, elle va devoir quelque part endosser ce rôle pour dissimuler, devenir la bonne épouse, mais en gros, au lieu d'être dans l'irrévérence, dans une forme de liberté d'agir et de penser comme elle le souhaite, t'inquiète pas mon chéri, je serai rangé des voitures et tu me verras pas utiliser ses pouvoirs de toute façon devant le public. Donc. Mais c'est ça, tout est fait pour rassurer monsieur, pour qu'il soit dans son petit confort, tout est fait pour lui en fait, et rien n'est fait pour elle. Elle se sacrifie là clairement, elle annonce qu'elle va se sacrifier. Malgré
ces effets spéciaux un peu qui rendent encore plus bêta son mari. Et en plus, ça montre sa faiblesse à lui. Il frôle le malaise là en fait. Il est obligé de s'asseoir, on dirait qu'il va s'évanouir. Et alors que d'habitude, ça c'était quelque chose que les femmes faisaient, s'évanouir, se sentir mal, défaillir. Et là, c'est l'homme en fait. Donc au final, les rôles s'inversent quand même, malgré le fait qu'elle lui promette une soumission certaine. Je me suis posé la question, peut-être qu'on l'abordera à la fin quand on fera le bilan de l'épisode, mais pendant tout l'épisode, je me posais la question à quel point il y a du sarcasme et de l'ironie en fait dans ce qui est montré. Est-ce que tout est à prendre au premier degré, parce que c'est vraiment, on est en train de montrer la vie quotidienne américaine, voire mondiale, d'un couple, avec tout est fait pour l'homme, pour son petit confort, et la femme doit être soumise et docile, et voilà. Et pas dépassée, être toute douce, je me coiffe sur ma coiffeuse, je m'habille en rose et tout va bien, pendant que l'homme va aller chercher de l'argent à l'extérieur. Mais quel est le second degré en fait ? Est-ce qu'il y avait déjà un second degré ou pas ? J'ai l'impression en tout cas, mais il faudrait replacer dans le contexte, c'est un peu difficile, c'était il y a 60 ans. Disons que, oui, en réalité, Jean-Pierre, il est pas fut-fut quoi. On le montre pas comme quelqu'un de puissant. Alors certes, on n'arrête pas de rabâcher que c'est lui qui ramène la thune à la maison, mais en même temps, il est toujours là, un peu ahuri, un peu étonné, il comprend rien. Là, il est au bord du malaise, il a besoin de prendre un remontant et de s'asseoir. Voilà, il est faible en fait. Moi, je trouve que clairement, c'est à lire au premier degré. Là, il est clairement, c'est sarcastique. Voilà. Même dans le cadre de son boulot, c'est un publicitaire, mais au plus bas de l'échelle, quoi. Il n'arrive même pas à convaincre des gens autour de lui dans des réunions quand tu regardes d'autres épisodes. Et puis ses idées, si je me souviens bien, elles sont souvent nazes et parfois c'est Samantha qui vient à la rescousse parce qu'elle a de l'idée, elle a de la... Enfin voilà. De la ressource. Ouais. Mais c'est pour ça que je pense qu'en fait sur la série, Samantha, là, ce qu'elle vient de dire dans cette scène, c'est son identité secrète, quoi. C'est-à-dire que c'est... si on peut faire le parallèle avec Clark Kent et Superman, Superman est tout puissant et l'identité secrète qu'il a, c'est Clark Kent. Et c'est la vision qu'il a des humains, c'est-à-dire, et du coup des hommes, là, des hommes qui sont faibles. Enfin, Clark Kent, il est nul, quoi. Il est faible, il se fait marcher dessus par tout le monde. Bon, alors, c'est plutôt un bon journaliste, mais et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est la vision qu'elle a de la femme. Et donc, il faut qu'elle se conforte dans cette idée-là pour pas se faire voir, en fait, de la société. Parce qu'elle a décidé quand même de vivre dans la société des humains normaux et inférieurs, comme pourrait penser sa mère. Du coup, il faut qu'elle se conforme au cadre existant. Et après, je pense que du coup, tout ce qui est montré avec Jean-Pierre, c'est au contraire dire là, on vous montre le cadre existant, mais en fait, on le pousse jusqu'à la bêtise en disant en fait, les hommes là, ils sont débiles, quoi. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas que sa femme est une sorcière. Plus lui mettre sous le nez que ça, c'est plus possible, quoi. Enfin, voilà, il lui montre la magie en face avant qu'il comprenne, et du coup, même quand il comprend, alors, il a la limite de tressaillir. Là. Donc je pense que c'est vraiment cette idée-là de dire on va faire une série au départ qui était très très lisse, et en fait, c'est ce qu'il y a derrière, un peu ce qu'on disait déjà, il y a derrière, eux ils s'envoient en l'air. Et là, il y a derrière, en fait, on vous montre que c'est les femmes qui finalement là, ont le pouvoir, même si il y a des phrases, on en a déjà cité une, mais il y en a d'autres après qui sont honteuses complètement. Chérie, ça ne va pas ? Oh non, ça va très mal. Jean-Pierre, j'ai l'impression que j'ai eu tort de t'épouser, mais si tu savais comme je t'aime... Je t'aime aussi, mais si j'avais pu prévoir ce coup-là... Je serais pour toi l'épouse dont tu rêves, je te le promets. C'est curieux, tu ne me donnes pas du tout l'impression de te prendre pour un phare quand tu me dis ça, chérie. Oh, chérie, je t'aime. Je t'aime tant. La fameuse seconde couche, troisième couche, seconde lecture, troisième lecture, qu'on adore commenter ici dans ce podcast. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je l'ai mis en production, c'est que c'est regarder au-delà des images et chercher à comprendre un peu les enjeux qu'il y a derrière, c'est passionnant. Et d'ailleurs cette scène se conclut encore, donc sur Samantha qui essaie de le rassurer en disant qu'elle l'aime, il répond la même chose, il dit ok chérie, on va tenter de tirer tout ça au clair, mais plus tard, sous-entendu, on va baiser d'abord, on verra demain. Chapitre suivant. Et si on faisait appel à un ami de Jean-Pierre ? Alors oui, Jean-Pierre se rencontre avec un ami au bar
et il se confie. Sauf que lui, l'ami, il parle, il s'écoute parler et il n'écoute pas du tout Jean-Pierre. Et là, on a un dialogue de sourds entre les deux, là, ça frôle l'absurde. En fait, chacun parle, mais personne ne s'écoute. Et au final, il a besoin d'aller voir un docteur, donc il explique au docteur son problème, il vient d'épouser une sorcière. Et le médecin lui dit que c'est simple, il lui faudra 15 jours de vacances juste après sa lune de miel. En mode, oui, non, mais là, tu frôles le burn-out, mec, tu déconnes. Et puis au final, le barman lui-même sera le confident de Jean-Pierre. Il lui répondra « Ne vous plaignez pas, vous n'avez pas vu la mienne », sous-entendu de femme. Et donc là, c'est clairement misogyne, en fait. Toutes les femmes s'en prennent plein la tronche. Voilà, et en fait, c'est toujours la faute des femmes. Les femmes sont désagréables, les femmes sont pleines de défauts, etc. Et on en revient toujours là. Il faut bien expliquer que quand le barman lui dit « Te plains pas, mec, tu n'as pas vu la mienne de femme », il y a des rires enregistrés bien appuyés derrière pour bien faire comprendre que c'est une vanne, quoi. Tout est grossier dans l'exécution et dans le contenu des propos qui sont balancés à ce moment-là. Franck ? Oui, mais c'est ça, tout doit être clair et compréhensible. Même si on a dit qu'il y avait un second, un deuxième, voire un troisième niveau de lecture, mais sur le premier niveau, tout doit être clair. C'est-à-dire qu'on doit comprendre les vannes, on doit comprendre que les femmes, c'est compliqué, les femmes, oulala. On doit comprendre les effets spéciaux, que c'est une sorcière, on ne doit pas avoir de doute là-dessus. Et donc c'est pareil là sur ces 3 petites scénettes qui s'enchaînent, pour bien comprendre que Jean-Pierre est perdu, il a besoin de réconfort et d'en parler à des gens. Enfin bon, pour l'instant, les gens avec qui ils en parlent, a priori, ils en ont un peu rien à foutre quand même. Hein. C'est-à-dire que son copain ou son meilleur ami, j'ai pas tout à fait saisi, mais... ils s'écoutent parler, et effectivement il y a cette scène burlesque où en fait les deux racontent leur histoire mais aucun des deux ne s'écoute. Le docteur il dit votre femme elle est casse-pied donc prenez des vacances quoi. Ouais, et le barman qui se plaint de sa femme sans écouter vraiment les problèmes. Alors bon, c'est le barman, normalement t'es pas censé écouter tout à fait les problèmes de tes clients, mais sa réponse c'est votre femme elle est casse-pied, c'est ça la solution quoi. C'est pas une sorcière, si c'est une sorcière mais pas magique. Ouais, il l'a compris dans le sens c'est une hystérique quoi. C'est ça. Voilà, beaucoup de tact dans les années 60. C'est évidemment désastreux. Ça cantonnait en fait les femmes dans un carcan spécifique en termes de fonctionnement psychologique. C'est assez désastreux. En fait, c'est les seuls moments de la série où il voudra en parler à quelqu'un d'autre. Parce que pendant tout le reste de la série, il va passer son temps à vouloir le cacher à tout prix. Il veut pas que ça s'ébruite, il veut pas qu'on sache que sa femme a un pouvoir ou du pouvoir, tu vois. Oui, et il y a une longue phase de digestion aussi de cette information, enfin longue entre guillemets, en tout cas à travers la succession de plans, on sent qu'il a besoin de digérer l'info et après il trouve le courage de lui en parler et de se dire comment on règle ça en tant que couple. Alors ça peut quand même se comprendre. Je veux dire, si dans la vraie vie, votre conjoint vous annonce que c'est une sorcière ou un sorcier, effectivement, il faut peut-être un petit peu de temps pour réaliser que c'est vrai. Ça, pour le coup, je veux bien être du côté de Jean-Pierre pour ce coup-là, dire c'était quand même une grosse révélation. Oui, c'est pas rien, en effet. You know, I know all about marriage. That's why I'm a bachelor. What's my problem, Dave? A sea of matrimony is beset with hidden shoals and reefs. Just found out Samantha's a witch. And it takes tolerance and understanding to find the channel of true love. I didn't believe it until she started moving things around. Marriage is a partnership where two people side by side face life's obstacles together. I can't tell my family. If two people love each other, really love each other, they'll work out. They're having enough trouble getting my aunt down off the garage roof when it's raining. Adjustment. That is the foundation upon which every lasting marriage is built. Adjust. Of course, it might have certain advantages, like if you wanted a drink in a dry state. Well, I gotta go. Listen, if you ever need any help or advice again, just feel free to call on me. Je vous invite à prendre la direction du domicile du couple Stephens. Et oui, c'est leur nom de famille. JP, alors notre Jean-Pierre, notre JP, il est à la maison avec Samantha. Il dit à sa femme avoir beaucoup réfléchi. Il dit qu'il a pris une grave décision. C'est simple, je reste avec toi bébé, parce que je t'aime, je souhaite qu'on mène l'existence la plus normale, sans tes petits tours, hein, chérie, je te présente. Samantha promet, mais t'inquiète pas, je ferai pas de sorcellerie. On apprend dans leur discussion que Jean-Pierre travaille dans la pub, comme je l'ai dit plus haut, qu'ils ont une maison en banlieue et qu'il y a
tout à y faire. Hein, Alex, il devait être ravi encore. Samantha dit gentiment qu'elle va tout prendre en charge, la cuisine, le ménage. Et la mère de Jean-Pierre, elle viendra tous les vendredis soirs, il n'y a pas de problème. Tout ça est précisé, pour ne pas dire imposé par Jean-Pierre. Elle est parfaitement d'accord, Samantha. On va former un couple normal comme tous les autres. Et d'ailleurs, mon chéri, ma mère pourra venir passer du temps. Bah non, vu ta tête, vu que t'es pas chaud à l'idée, on verra ça plus tard. Samantha promet qu'elle laissera soulagement de son mari, dont la femme va servir dans la foulée un martini à la paille. Fin de cette scène avec le mari qui brise le 4e mur et s'adresse à nous, spectateurs, en nous disant « Je ne peux plus reculer. Oui, ma femme est une sorcière, mais faut bien qu'un mari passe sur les défauts de sa femme. » Rire enregistré à fond la caisse. Et un grand sourire, je parie, d'Alex qui devait être évidemment atterré devant tout ça. Ah, mais j'étais déjà atterrée par le fait qu'elle lui serve un verre, parce que c'est souvent ce qui arrive... Mais c'est pas typique de Ma sorcière bien-aimée, c'est aussi typique de plein d'autres séries où le mec rentre du boulot, et ben sa femme lui sert une espèce de petit apéro. D'ailleurs, souvent qu'il boit seul, hein, c'est pas comme si elle lui proposait un apéro qu'ils vont partager. Non, monsieur, il faut lui servir son petit verre, quoi, et lui amener au secours. Vous ne le voyez pas, mais Alex est en PLS, Franck, sur cette scène. Ah ben là, on s'envoie sur les clichés, quoi, entre le ménage, la cuisine, la mère de Jean-Pierre qui va venir tous les vendredis. Samantha est contente de ça, voilà. Et là, j'ai quand même du mal à voir le second degré du truc, c'est qu'elle a l'air vraiment contente du truc, quoi. Je vais vivre une vie de terrienne normale, parce qu'elle est amoureuse. Alors ça, pour le coup, le fait qu'il soit amoureux, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais pour lui, je vais être bien rangé, tout va bien. Alors je trouve que c'est intéressant qu'il casse le 4e mur. Voilà, je pense que c'est pas quelque chose qui se faisait forcément souvent à l'époque, ce qui se fait pas déjà très souvent dans les séries. Mais cette phrase, il faut bien qu'un mari passe sur les petits défauts de sa femme. Je pense que là, ça m'a achevé, hein, sur la misogynie de cette série. Là, on est quand même sur le gros cliché. Aïe, aïe, aïe. Je rappelle, 4e mur, Franck l'a très bien expliqué, des exemples dans les séries, Fleabag, bien sûr, avec l'héroïne qui nous regarde, Malcolm, évidemment. Voilà, gardez bien cette idée en tête pour ceux qui ne voient pas forcément ce qu'est le 4e mur. Je me suis marié. Oh, je sais, je suis au courant. Toutes mes félicitations. Oh, je sais, tu as tout à fait le droit de... Ça t'est égal? Oh, pas du tout, chérie. Seulement, il faut être réaliste, quoi. J'ai eu tort de partir en croisière parce qu'autrement, tu te serais marié avec moi. Mais si je me vexais, je serais grotesque. Oh, Jean-Pierre, je suis tellement heureuse pour toi. Je suis sûre qu'elle est un ange. D'ailleurs, je passais justement pour vous inviter tous les deux à venir chez moi passer la soirée si vous n'avez pas d'autres projets. On fera un petit dîner à la fortune du pot, entre amis. Ah, évidemment, je m'y prends un peu tard. Mais tu sais, ce sera tout à fait simple, sans chichi, dans le style pique-nique sur le plancher. Eh bien, je te remercie, c'est très gentil à toi, Sheila. Mais elle est encore un peu sauvageonne et il est encore trop tôt peut-être pour la lancer parmi un tas de gens qu'elle ne connaît pas. Trop tôt? Ah, ne sois pas ridicule, nous sommes entre amis et nous mourrons tous d'envie de la connaître. Je vous invite à rejoindre le bureau de Darine, ou pardon, Jean-Pierre plutôt. Oui, alors on arrive au bureau. Il y a une brune qui entre contre l'indication de la secrétaire. Elle s'appelle Chila. Et donc elle arrive, on sent qu'elle est quand même habituée. Et on comprend vite qu'en fait ils sont intimes. Elle l'embrasse carrément sur la bouche. Enfin là du coup c'est l'effroi parce qu'on se dit mais attends, il vient de se marier. Et donc en fait il est très gêné au départ quand il la voit arriver. Et puis il lui avoue qu'il s'est marié. Alors qu'en fait elle le savait. Et c'est exactement pour ça qu'elle vient. Donc on se dit, ah, en fait, ça, elle n'a pas l'air très très nette, cette fille. On sent déjà que c'est une relation toxique, en fait. Et là, elle annonce une invitation sans chichi pour le soir même. Et avant, elle dit qu'en fait, c'est elle qui l'aurait pu épouser si elle n'était pas partie en voyage, etc. Donc en fait, c'est un peu attrape-moi si tu peux, quoi, presque, leur pseudo-relation. Ou il l'a déjà attrapé, hein. Oui. C'est exactement ça, oui. Mais on va voir plus tard qu'en fait, elle joue avec lui, avec Jean-Pierre. Et qu'apparemment, Jean-Pierre, au bout d'un moment, il en a eu marre. Et c'est pour ça qu'il s'est mis à fricoter avec Samantha et il l'a épousée. Il faut préciser quand même que cette femme est chic, hein, dans sa façon d'être habillée. Alors oui, Chila, elle est très snob, hein, même. On peut même dire que c'est du snobisme. Elle annonce une invitation, alors sans chichi. Alors justement, le fait qu'elle précise que c'est sans chichi, on se dit, oups,
Ça cache quelque chose. Pour le soir même, et alors là, Jean-Pierre, il va avoir une réplique complètement what the fuck. Il doute et puis après, il avoue que sa femme est encore, je cite, sauvageonne. Lorsque elle lui dit mais attends, t'as pas honte de nous la présenter quand même ta femme? Et je me demande bien mais pourquoi ce mot quoi? Alors justement, je me posais la question, c'est quoi la version originale? En anglais, c'est quel terme qu'ils ont utilisé? Oula, alors moi j'ai suivi en VF l'épisode. T'as regardé en quelle version, Franck? En VF aussi, pour une sorte de nostalgie de cette série. Du coup, je me suis dit que je pouvais pas la regarder en VO. J'ai essayé de remettre ce passage en anglais, mais il parle trop vite et j'ai pas su trop déchiffrer. Mais je me suis demandé, mais mon Dieu, mais quelle horreur! Est-ce que c'est la traduction qui a été maladroite ou vraiment on a employé ce mot? Sauvageonne, quoi. Bon, là c'est plus que douteux quand même comme terme. Moi, j'ai été profondément choquée. Genre, il a pas réussi à complètement l'apprivoiser, sa femme, quoi. C'est un animal. Oui, voilà, c'est ça. C'est un animal domestique. Mais il y a un petit truc un peu de pervers, non? C'est un peu sexuel, non, comme connotation? Vous en pensez quoi, les gars? Christian Grey aurait pu la sortir pour moi, je te rejoins. Franck? En fait, sur cette scène, je me pose des questions sur... alors, déjà, clairement, ils ont été anciens amants, les deux. Mm-hmm. Et il y a des problèmes de traduction dans toute la série, sûrement. Parce que déjà, quand on voit la porte au début, il y a bien marqué Darren Stevens. Donc, du coup, si on a un peu suivi le truc, on se dit, mais en fait, on est dans le bureau de qui? Puisqu'il n'y a pas de Darren machin. Enfin, donc, où est-ce qu'on est? Et c'est pas tout, le personnage qui l'a rejoint. Oui, et voilà. Alors, on a tous compris qu'elle s'appelait Sheila. En regardant la fin sur le générique, en fait, c'est Sheila. Donc, du coup, un problème de traduction. Donc, c'est pour ça que je me demande, est-ce que le truc de sauvageonne, effectivement, est-ce que c'est traduit comme wild ou pas? Voilà. Et est-ce qu'il le dit dans un sens aussi parce qu'il sait qui est Sheila et il sait que, clairement, c'est une connasse, quoi. Et il sent peut-être le piège et il le dit pour, en fait, elle fait pas partie de ce monde-là. Alors, je me pose la question, mais peut-être il ne le dit pas de manière négative, genre il fait partie de la haute société, comme ce qui va se passer dans la scène d'après. Lui, ça ne le dérange pas, mais que peut-être il veut la préserver en se disant il va avoir un décalage parce qu'elle, c'est pas son monde. Il n'y a pas pour lui, il n'y a pas lui de problème de classe, c'est juste que il y a deux mondes différents. Voilà, je me demande si c'est ça, mais effectivement, il faudrait creuser le côté de la traduction pour voir. Effectivement, oui, ça sous-entendrait un certain mépris de classe en fait, parce qu'elle est simple et elle connaît pas peut-être les manières de la haute société. Et clairement, lui, il est embarrassé par Sheila qui arrive. Alors, il en a profité, mais alors, c'est à se demander aussi pourquoi elle est intéressée par lui, parce que clairement, Ah oui. Il y a un fossé entre eux. Il y a un fossé entre eux, donc là, elle vient pour clairement marquer son territoire et pour dire, ok, je suis mieux que ta femme, ok, tu t'es marié, mais on aurait dû être ensemble. Et encore un petit point sur la traduction, il y a quand même l'expression « à la fortune du pot ». Oui. Je pense que là, en termes d'expression désuète, on est bien. C'est clair. Moi, j'ai noté, parce que ça, je me suis dit, je peux pas le sortir dans l'émission, j'ai noté « on va bouffer entre amis, à la bonne franquette ». Voilà, c'est ça parle plus aujourd'hui, parce que ça, c'est vraiment d'un autre temps, quoi. Ouais, elle sous-entendait que ça allait être un repas simple. Or, en fait, on se retrouve coincé dans un truc guindé. Ça se passe dans la scène suivante. D'ailleurs, je vous propose de rejoindre la maison de Sheila ou Sheila, les rois mages, là, tout ça, l'école est finie. Située dans un quartier chic. Samantha ne se sent pas assez bien habillée pour l'occasion juste avant d'entrer dans la maison, sauf qu'en entrant, Sheila les accueille dans une magnifique robe mauve, alors que Samantha porte une robe toute simple avec un gilet par-dessus. Sheila fait un gros smack à Jean-Pierre devant Samantha. John, le majordome, va vous débarrasser de cette chose. Enfin, à savoir son manteau, en fait, ce petit gilet bleu. Sheila continue en disant que c'est une femme admirable, vous êtes charmante, vous êtes du genre à tenir les comptes, à faire la cuisine, le ménage, tout ce que je sais pas faire. C'est dommage, Samantha, qui du coup a le visage de plus en plus fermé et de plus en plus méfiant. Et donc Sheila souhaite présenter Samantha à ses amis juste avant d'aller à table dans la scène suivante. Est-ce que vous avez des choses à dire dessus? Là, on découvre effectivement que ce qu'on avait supposé dans la scène précédente que ça allait être un piège est un piège. Donc, tout est quand même très téléphoné dans cette série. Et que Sheila là, montre de la meilleure manière des possibles que c'est une connasse.
clairement, on est là-dessus, quoi. C'est-à-dire qu'elle sous-entend que, et elle continuera, que les habits sont modestes, que la coiffure est pas ouf. Enfin, voilà. Elle est clairement là-dessus, et clairement, elle a créé un piège pour piéger Samantha et Jean-Pierre. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'elle s'est imaginé en disant, je vais te montrer que ta femme est moins bien que moi, comme ça. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle puisse imaginer. Voilà. On y vient dans la scène suivante, la fameuse compétition entre femmes. Il y a énormément de mépris. Samantha, quand elle lui dit bonsoir ou je ne sais plus, en fait, Sheila, elle s'adresse pas à elle s'adresse à Jean-Pierre et elle lui dit félicitations, elle est charmante. Comme si elle avait pas la parole et comme si... Enfin, moi j'ai trouvé c'est un petit objet. Complètement dingue, quoi. Et elle lui dit vous êtes de celles dont l'élégance est toujours adaptée, genre la petite femme admirable. Mais quelle horreur, quoi. Enfin, la petite femme admirable, après, on comprendra qu'elle entend par là ménagère accomplie. Et en fait, elle est, comme tu le disais, Junior, c'est tout ce qu'elle ne veut pas être, en fait. Elle veut pas être une petite femme accomplie et soumise à son mari. Et donc, en effet, ça renvoie à pourquoi elle court après Jean-Pierre dans ce cas-là, quoi. Puisque Jean-Pierre, c'est ça qu'il recherche. Tu vois, Alex, tout ce que tu viens d'expliquer me rappelle un moment vraiment gênant, d'une lourdeur et d'une violence sans nom. C'est la première rencontre entre Melania Trump, Donald Trump, Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Est-ce que tu te souviens de ce que... Est-ce que tu te souviens, ça te fait rire, mais ça, c'est tout de suite à joindre avec notre épisode, avec la scène que tu viens d'évoquer. Je me rappelle toujours de Trump qui, quand il voit Brigitte Macron, plus de 60 ans, « You look well ». Oh, you very look well. Mais c'est pas du tout un compliment, en fait. Genre, il hallucine qu'une femme de plus de 60 ans sache prendre soin d'elle. Existe déjà, oui, parce qu'il a toujours connu plus jeune. Et prenne soin d'elle, soit coquette, soit etc. Et voilà, pour moi, c'est le même acabit. Mais c'est exactement ça, oui. D'ailleurs, les vieilles dames, entre guillemets, les dames d'un certain âge dans la série, elles sont ou hystériques, comme Andorra, ou des commères qui s'ennuient toute la journée comme leurs voisines qu'on verra dans les épisodes successifs. Et il n'y en a pas une pour attraper l'autre, en fait. Elles sont toutes un peu dingues ou médiocres. Oui, il y a une tante aussi, une tante qui est une des plus vieilles sorcières, qui est complètement folle aussi. Oui, effectivement, dès qu'elle dépasse un certain âge, elle pète une durite, les femmes dans cette série. Darren, darling. Is this your little bride? How do you do? Oh, why, Darren, she's sweet. Maybe I should have dressed... Oh, not at all, dear. You look sweet. John, would you take Mrs. Stevens' sweater? I can tell you're the type who always dresses so sensibly. You know, the capable type. Oh, Darren, I bet she's good at typing, cooking, taking care of the household accounts, and playing golf. You know, all those things poor little me can't do at all. Pity. Won't you come in and meet my friends? Et sinon, Sheila, en fait, là, la brune, c'est le stéréotype de la femme qui est quand même aguicheuse. Elle se permet de se maquer un type alors qu'elle n'est pas mariée avec lui. Elle est apparemment contre le mariage, etc. Mais ça, c'est super mal vu à l'époque. Hein. Tu fais ça à l'époque, enfin même encore aujourd'hui, on peut te dire, la pute, quoi. Tu vois ? Mais à l'époque, c'était beaucoup plus féroce. Non seulement c'était une insulte, mais les gens le pensaient vraiment, quoi. Ça allait au-delà de la critique facile. C'était profondément ancré. Une femme, ça peut pas être entreprenante, tu vois. On peut pas être dans la séduction. C'est réservant aux hommes. Et c'est vrai que Sheila, il va franco, quoi. Et Alex, aujourd'hui, c'est langage désuet, la thématique, donc on dit péripatéticienne. D'accord. Voilà. Chapitre suivant, le dîner de la conne. C'est comme le dîner de con, mais le dîner de conne. Voilà. Alors effectivement, là, on arrive autour de la grande table avec tous les invités, où donc Sheila, elle est en bout de table, forcément c'est la maîtresse de maison. Elle a gentiment installé Jean-Pierre à sa droite et subtilement installé Samantha le plus loin possible à l'autre bout de la table, avec donc des gens qu'elle ne connaît pas. Et donc commence à avoir des petites discussions, voilà, notamment sur les convives qui sont à côté de Samantha, qui louent les caractéristiques
de Sheila, voilà, qu'elle sait, elle est toujours bien coiffée, toujours bien habillée, elle est sophistiquée, elle est guindée. Et à l'inverse, du coup, elle, Sheila, essaye de se montrer aussi sur son meilleur jour et ne cesse de rappeler toutes les aventures qu'elle a déjà pu vivre avec Jean-Pierre, voilà, pour bien lui rappeler qu'elle a un passé, voilà, en lui disant très très fort pour que toute la table, et évidemment pour que Samantha l'entende, qu'elle a un passé et pas un passé platonique avec Jean-Pierre, sans aucune gêne devant sa nouvelle femme. Donc on est quand même bien effectivement sur une connasse. Et là, après, du coup, vont s'en suivre, parce que c'est là où, à ce moment-là, Samantha va essayer de se contenir et va devoir, pour la première fois de la série, et puis après ça va être le leitmotiv de la série, rompre sa promesse qu'elle a fait à son mari et utiliser la magie pour pouvoir se venger. Et donc une série de gags, voilà, parce que la mèche de cheveux va sortir de la coiffure de Sheila et la décoiffer. Elle va mettre son coude dans la soupe parce que l'assiette va bouger. Elle va avoir d'un coup quelque chose dans les dents, voilà, et donc elle va devoir se cacher. Sa robe va se défaire. Il y a un plateau aussi qui d'un coup était vide et d'un coup, hop, devient plein grâce à la magie évidemment, et donc va tomber sur sa robe. Et quand elle essaye de s'enfuir, Samantha va ouvrir la porte grâce à la magie, et du vent va arriver, et du coup elle va carrément enlever la perruque de Sheila et elle va s'enfuir. Voilà. Et Jean-Pierre, bon naïf qu'il est, va essayer de l'aider. Il va se prendre quand même un petit coup de pied invisible. Génial. Voilà. Le coup de pied au cul invisible. Voilà, parce qu'il n'a pas l'air non plus de se rendre compte de la situation qui est en train de se passer, que clairement Sheila est une connasse qui essaye de marquer son territoire, et lui il se laisse faire comme un débile, alors qu'il y a sa femme, dont il est amoureux en plus, c'est-à-dire que c'est clair et net qu'il est amoureux d'elle, qui est à l'autre bout de la pièce, et il se laisse embrasser, il fait aucune réflexion. Voilà, donc c'est un peu problématique, voilà. Et juste pour finir sur la description, il y a quand même une petite phrase qui m'a fait... Enfin, il y a les scènes, effectivement, la comique de gag m'ont fait rire, mais à un moment, donc, on dit que Sheila a un jet et qu'elle vole, et un des convives demande « Et vous, est-ce que vous volez ?» Et Samantha dit « Oui ». Et on comprend la subtilité qu'elle, c'est une sorcière, donc elle peut voler. Exact. Moi, j'aime bien tout ce passage-là. J'aime beaucoup le côté... tu vois, on parlait du coup de pied au derrière que se prend Jean-Pierre avec l'effet sonore cartoonesque qui va bien. Et voilà, j'aime bien ce côté justement un peu gaguesque, un peu burlesque. C'est, voilà, comme je citais Mr Bean un peu plus haut, c'est bien foutu et c'est plutôt bien rythmé. Alex? Oui, ça fait penser à Chaplin aussi, les coups de pied au cul... ou Buster Keaton, enfin toute cette tradition comique antérieure à cette époque-là. Oui, et puis le coup de vous voler, alors c'est extraordinaire dans les années 60 de prendre l'avion, quoi. Et c'est vraiment réservé aux riches, quoi, voire les ultra riches. Un peu comme aujourd'hui, pour les jets privés. Oui, les jets privés, oui. Mais pour les vols commerciaux, ça reste... les vols classiques, ça reste quand même pas réservé à tout le monde, quoi. Peut-être des hommes d'affaires, voilà, mais pas à n'importe qui, quoi. Ryanair, ça n'existe pas à l'époque. Jean-Pierre. Oh là là. Je suis désolée, là, il va y avoir plein de coupures. Oui, alors, c'est fabuleux. Ça, je le laisse au montage final. Ah, il est beau celui-là. Jean-Pierre, naïf comme il est et trop centré sur lui, il comprend pas qu'en fait ça peut être humiliant pour sa femme. Et au final, heureusement, c'est elle qui reprend vraiment le pouvoir. En fait, elle fait un commentaire sur la soupe à la fin et elle lui lance un baiser volé qui est une provocation tout autant que toutes les provocations qu'elle a pu recevoir de l'autre Sheila. Et en fait, elle veut le provoquer, elle veut lui dire « Non mais mec, j'existe et ça ne me plaît pas et tu vas voir ce que tu vas voir, quoi. » Et il l'avait pas volé, tu vois, son coup de pied au cul. Oui, elle lui envoie ce smack, elle qui est à l'autre bout de la table, en lui disant « J'ai beau être loin, mon gars, je reste attentive et ça va pas être la fête du slip, même si je dois rester ranger des voitures. » Franck? Voilà, là, c'est la revanche. Pendant toute la première partie de l'épisode, on nous a montré une Samantha qui voulait rentrer dans le cadre, rester lisse. Elle était habillée en rose, etc. Et là, on montre qu'en fait, il faut pas trop la chauffer non plus, quoi. Et c'est top. Oui, complètement. On montre qu'elle a du caractère, du répondant. C'est ça. Vous pouvez craindre qu'elle ne soit que un cliché d'une femme des années 60, une femme américaine des années 60. Et en fait, elle va montrer que
pas vraiment, elle va pas se laisser faire. Elle a des pouvoirs, elle peut aussi assurer et pas se laisser faire quand on vient empiéter sur ses plates-bandes. Je n'irai pas jusqu'à dire que tu as eu entièrement tort, parce que Sheila l'a bien cherché, mais tu avais juré... Tu avoueras que la plus sorcière de nous deux n'est pas celle qu'on croyait. Samantha. Je ne voulais pas te faire de peine. Samantha, tu avoueras que toi, tu as rompu la promesse que tu avais faite de ne plus te livrer à tes petits... Mes petits tours. C'est ça. C'est surtout rompre avec ses habitudes qui est dur. Il faut y arriver, je t'aiderai. Je t'aime assez pour ça, ma chérie. Ah, ça, c'est gentil. Dernier chapitre, je vous propose de retourner à la maison du couple Stephens à nouveau. Notre JP dit qu'il comprend que sa femme se soit servie de ses pouvoirs, même si elle avait promis de ne plus le faire, mais jolie répartie de Samantha qui dit que la plus sorcière entre Sheila et moi n'est pas forcément celle que tu croyais, hein mon chéri. JP insiste sur la promesse rompue par sa femme, qui dit « j'y peux rien, c'est une habitude », et JP dit qu'il faudrait la changer ma chérie cette habitude, parce que je t'aime et je vais t'aider à le faire. Samantha trouve ça trop gentil et lui roule une grosse pelle. JP lui dit c'est l'heure d'aller se coucher. Samantha veut ranger la cuisine. Lui, il va se coucher tranquillement. Il a envie de baiser, clairement, et demande à madame de se dépêcher. Alors, ne vous dites pas, qu'est-ce qu'il a, Junior, à être très porté sur le sexe? La série est écrite comme ça, je ne fais que relater. Samantha donc constate le désordre dans sa cuisine et utilise ses pouvoirs pour tout nettoyer en un claquement de doigts. Et Samantha conclut la série en mode « et ben voilà une bonne chose de faite ». Et c'est ainsi que s'achève le pilote de Ma sorcière bien-aimée. S'il vous plaît, très court, pour qu'on passe vite à la notation. Votre regard là-dessus, Franck? On est encore sur des clichés, sur la gentille ménagère qui doit tout ranger, toute la cuisine, parce que ça la perturbe, voilà. Et le mari qui va tranquillement se caler dans le lit en attendant de pouvoir jouer avec sa femme, sachant que déjà, la veille, il l'avait déjà fait. Oui. Donc voilà. Ils ont la santé, Franck, écoute. Effectivement. Je vous assure que dans l'écriture, quand vous regardez l'épisode, c'est vraiment ce qui est fortement sous-entendu, en fait, à travers les regards, les grands sourires qui se lancent. Alex, sur cette fin de pilote. Oui, ça serait pas venu à l'idée de Jean-Pierre d'aider Samantha à tout débarrasser, quoi. Jamais de la vie, on va pas s'abaisser à ça. Oui, et puis le fameux dépêche-toi, genre, c'est complètement dingue. Aide-la, en fait, ça ira plus vite. Ça m'a fait bondir, en fait. Et ce qui m'a fait aussi bondir, c'est que Samantha hésite à utiliser la magie. Parce qu'elle a promis, donc à chaque fois, elle se dit « Ah ouais, mais merde, qu'est-ce que je fais? J'utilise pas. » Et moi, j'ai envie de lui dire « Mais meuf, n'hésite même pas une seule seconde, tu vois. » Tu claques des doigts, tu ranges tout et en une seconde, c'est terminé, tu vois. C'est clair. Et il y a toujours cette petite hésitation où elle a envie d'être docile, mais en même temps, elle a la flemme comme n'importe qui, quoi. C'est tellement chiant de ranger. Je suis moins fan de la conclusion de ce pilote où on sent vraiment que c'est... Tu restes une ménagère de moins de 50 ans, ma chérie. Tu fais ce que je dis. Bref, c'était un peu compliqué, cette fin de pilote. Voilà, on s'arrête là. Je vous propose, juste après un dernier extrait, de commenter ensuite quelques anecdotes et puis évidemment notre note sur ce pilote de Ma sorcière bien-aimée. Well, it's bedtime. I've just got to get this kitchen cleaned up. Tomorrow. That's what you said last night. Yeah. Well. Don't take too long. Alors, on va essayer de passer en revue quelques infos ensemble. Si vous en avez à balancer, c'est maintenant. Qui veut commencer? Je peux commencer sur... peut-être sur l'impact ou les dérivés qu'il y a pu avoir de cette série. Alors, le plus connu, je pense que effectivement, c'est le film qui est sorti en 2005 avec Nicole Kidman, Will Ferrell et Shirley MacLaine. Alors, qui ne reprend pas exactement ce qui se passe dans la série, mais qui reprend l'histoire d'une actrice qui est censée jouer le rôle de Samantha et qui s'avère être en fait une sorcière. Oh mon Dieu, c'est méta. Oui, voilà, dans les années 2000. C'est méta dans les années 2000. Voilà, mais je l'ai vu à l'époque quand il est sorti. Je ne garde pas forcément un très grand souvenir. Et après, alors j'ai découvert qu'il y avait une série télé spin-off qui s'appelle Tabata, du nom du coup de la fille de Samantha et Jean-Pierre, voilà, qui est sortie qui a été diffusée entre 76 et 78 sur ABC aux États-Unis et en France dans les années 2000 sur Série Club, et voilà, qui va suivre en fait les aventures de Tabata. Et alors a priori elle a un frère qui n'existait pas dans la série principale. Enfin, il s'appelle Adam.
Voilà, et donc on va suivre un petit peu ce qu'elle fait. Je n'ai pas du tout vu cette série, j'ai juste découvert qu'elle existait, mais voilà, donc il y a, et après il y a pas mal aussi d'impact dans la culture populaire de cette série, que ça soit parce que la musique est facilement reconnaissable, il y a eu un dessin animé, même des comic books sur le sujet, et évidemment, dans les différentes séries qu'on a pu citer en début d'épisode, où on parle de sorcières, il y a des références à Ma sorcière bien-aimée. Je pense que c'est la série matricielle des séries de sorcières pour la télévision. Donc forcément, on fait des références là-dessus. Bien sûr, et pour rester dans la thématique des enfants, pour la petite histoire, Elizabeth Montgomery, son mari c'était William Asher, il travaillait sur la série. Elle a été enceinte 3 fois. Dans la saison 1, elle est déjà enceinte. Et alors il y a plusieurs options dans ces cas-là. Soit vous intégrez la grossesse dans le récit, soit vous la dissimulez. Donc en saison 1, ils l'ont dissimulée, mais ils l'ont gardée pour les 2 autres enfants qu'elle a eus. Ils l'ont gardée à l'écran pour Tabitha et Adam, pour la petite histoire. Ah, d'accord. Je voulais vous dire également que si dans le pilote elle est habillée dans cette tailleur rose bonbon façon Jackie Kennedy, c'est pas un hasard, c'est parce que Elizabeth Montgomery et son mari, donc William Asher, étaient très amis avec le couple Kennedy, et en fait ils ont dû décaler le tournage suite à la mort de JFK à Dallas. Voilà encore pour la petite histoire. Alex, t'avais aussi une info, je crois. Oui, en fait, on n'a pas assez souligné l'énorme succès de la série. Elle s'est quand même classée numéro 2 de tous les programmes aux États-Unis dès la première saison, avant de connaître une renommée internationale. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été d'une modernité absolue dans les sitcoms aux States, quoi. Ouais, ça a vraiment eu un gros retentissement, d'où évidemment son impact, son côté culte avec le temps, d'où la raison pour laquelle elle est passée sur énormément de chaînes aussi en France. J'en ai eu une autre aussi qu'on n'a pas citée, c'est qu'effectivement on a regardé, alors tous les 3 la version française comme tu disais tout à l'heure, mais la version originale, en tout cas sur les 2 premières saisons, la série était en noir et blanc. Nous on a eu la chance d'avoir une version colorisée, mais la série au départ quand elle est sortie était en noir et blanc. C'est vrai, mes parents la regardaient en noir et blanc. Époque ORTF, donc sûrement. Et pour la petite histoire, d'ailleurs, Elizabeth Montgomery voulait se barrer à la 5e saison. Elle en avait marre, elle était lassée par son rôle. Et devinez ce qui a fait rester. La thune. Évidemment. Et du coup, elle a fait la saison 6, 7 et 8 derrière. Voilà, sur Ma sorcière bien-aimée. On arrive à la phase de notation dans ce pilote presque parfait. Après tout ce qu'on a dit sur ce pilote de Ma sorcière bien-aimée ou de Bewitched, je vous écoute pour votre note et la justification de celle-ci avec une appréciation globale de cet épisode à travers ses forces et ses faiblesses. Je rappelle l'échelle de notation. De façon croissante, inadmissible, 0. 1 exécrable, 2 très mauvais, 3 mauvais, 4 insuffisant, 5 moyen, 6 satisfaisant, 7 bon, 8 très bon, 9 exceptionnel, 10 parfait. Petit rappel du classement général dans un instant. Alex, je t'écoute. Quelle note donnes-tu à ce pilote de Ma sorcière bien-aimée? Alors j'hésite quand même entre un 7,5 et un 8, puisque moi j'adorais voir même Ma sorcière bien-aimée en fait entre midi et 2 à la pause déjeuner. À chaque fois que j'y arrivais, c'était déjà commencé, j'avais raté le début, j'étais dégoûtée, donc je me précipitais pour allumer la télé. Ça, c'est marrant ça, ok. Alors parce que mes parents l'ont regardé quand ils étaient petits, et je me dis waouh, énorme quoi. Et moi, 20 ans plus tard, j'ai aussi regardé, tu vois. Et ça a été culte pour plusieurs générations. Mais de là à dire que ça n'a pas pris une seule ride, bof. J'ai essayé de montrer à ma fille le premier épisode. Je pensais que, vu son amour pour l'univers des sorcières, de la magie, etc., Harry Potter et blabla, ça allait prendre, et en fait, pas du tout. Elle m'a pas du tout réclamé de mater le 2e, donc j'ai maté le 2e et le 3e sans elle. Et ça n'a pas pris chez elle, tu vois. Et c'est là que je me dis, bon, ça s'est arrêté à sa génération, elle, visiblement, parce que ceux qui sont nés après 2010, trop peu pour eux, tu vois. Donc, c'est ça. Voilà, donc c'est pour ça que j'hésite à mettre 8 quand même, parce que bon, ça a certainement marché pendant 50 ans, mais au-delà des 50 ans, je pense que non. Perso, alors c'est rare que je dise ça, mais bon, si, quand je le dis, c'est pour me moquer un peu de vous, mais gentiment. Ta note, je la trouve quand même supra-élevée. C'est la nostalgie qui parle à ce moment-là. Non, c'est aussi tout le contexte. C'est le contexte, c'est les analyses aussi qu'on a pu faire sur le féminisme, sur
plein de choses. En fait, c'est un concentré aussi de la critique de la classe moyenne aux États-Unis à cette époque. Enfin, il y a tout là-dedans. Enfin, de l'American Way of Life. Ben oui, il y avait plein de sponsors pour cette série, en fait. Et ils savaient qu'en fait, la parfaite ménagère, c'est celle qui allait consommer. Et donc, il fallait la divertir, quoi, pour qu'elle se reconnaisse dans le personnage de Samantha. Non, moi, je trouve ça quand même... c'est très novateur pour l'époque, en fait. D'accord. Donc alors, ta note, du coup? Bon, 8 quand même, allez. Ah oui, donc très bon pilote. Oui. Bon... No note shaming ici. Je note 8 coefficients. Qui a le coefficient 3 d'ailleurs? J'en sais rien du tout. On verra. On va peut-être mettre Alex qui l'a pas eu souvent. Je pense que tu vas prendre le coefficient 3. Mais du coup, elle va avoir une belle note. Hein. Franck, je t'écoute coefficient 2. C'est pas facile et je pense que je vais mettre quand même la note d'Alex m'aide pas mal. Je pense que je vais mettre un 7. Voilà, j'aurais peut-être pu mettre plus, mais voilà. Ce qui joue pour moi, donc effectivement il y a la nostalgie, parce que j'ai regardé, parce que dès que les premières notes du générique, effectivement je l'ai dit tout à l'heure, ça me manquait le fait qu'il y ait le gars qui dise Elizabeth Montgomery dans Ma sorcière bien aimée, parce que je me rappelais, même 20 ans après, je me rappelle qu'il y avait ça, parce que du coup voilà, j'ai regardé plusieurs épisodes, parce que là ça m'a permis aussi du coup de découvrir une nouvelle vision qu'effectivement quand j'étais jeune j'avais pas forcément perçue, et parce qu'en termes de pilote, alors il y a certains personnages qui sont pas présentés parce qu'effectivement on en a rapidement parlé, mais il y aura les voisins, la voisine casse-pied qui observe toujours la magie et son mari qui en a clairement rien à foutre. Eux on les a pas présentés, mais il y a été présenté les 3 personnages principaux, c'est-à-dire Samantha, Jean-Pierre et Endora, et la dynamique qu'il va avoir dans toute la série. Donc ça a été présenté, donc on sait en fait ce qui va se passer, on sait à quoi s'attendre. Donc comme on essaye de noter le pilote, on sait vers quoi on va aller, et avec effectivement ces différents degrés de lecture sur, on présente l'American Way of Life et le traditionnalisme de l'homme ramène, tout est pour l'homme, le patriarcat, et l'homme va ramener l'argent, et la femme doit être une bonne mère, une bonne cuisinière, une bonne femme de ménage. Et avec, il y a ce second degré en disant, en même temps, ils font que s'envoyer en l'air, même si on le voit pas. Et voilà, tout ce qui peut se moquer de tout ça, et qu'en fait, la femme, alors même si là, elle est sorcière, mais elle est puissante et elle a des choses à dire, et elle va pas se laisser marcher sur les pieds. Donc c'est pour ça que je mets une bonne note. Effectivement, il y a une part de nostalgie qui fonctionne dessus, mais je pense que là, les auditeurs, vous le savez, c'est pas la première fois que je parle de ma nostalgie quand on parle de série. Donc voilà. Très bien, donc la note de 7 tout rond pour Franck, coefficient 2. Alors moi j'hésite, je pense que je vais mettre entre vous deux. Je pense quand même que je suis assez généreux en donnant 7,5. Hein. Si tu trouves que t'es généreux, faut mettre moins. Allez, pour moi, ça va difficilement au-dessus de 7. C'est un bon pilote. C'est pour ça que je l'ai recommandé. J'ai passé un agréable moment en le regardant. 24 minutes, ça fait du bien d'avoir des pilotes plus courts. C'est un pilote qui part des stéréotypes, qui, quelque part, on est dans les années 60, faut pas se leurrer, il va y rester, mais va prendre quelques chemins de traverse. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant de montrer que oui, c'est une femme au foyer qui aime son mari, et qui fait ce choix de ne pas être une sorcière, qui fait ce choix par amour d'aider aussi son mari. On n'a peut-être pas parlé suffisamment de la place de l'amour aussi, relaté après avec le prisme de l'époque, mais qui est aussi intéressant. L'amour de sa mère aussi pour sa fille, parce qu'Endora veut la protéger en fait, elle n'a pas envie que sa fille se fasse broyer par un mortel. Voilà, c'est une thématique qui moi m'a interpellé. J'ai beaucoup aimé ça. C'est plutôt charmant, même dans ses imperfections. C'est parfois, ça nous met en colère, mais on regarde avec le prisme d'aujourd'hui. Elizabeth Montgomery est très bien. Elle est lumineuse, elle a quelque chose de radieux chez elle, parce qu'il y a des moments où elle sourit, même pas à pleines dents, juste comme ça, un smiley, comme l'émoticône, qui donne une touche très sympathique à la série. C'est difficile d'être dans la détestation en fait. Donc c'est pour ça que dans l'ensemble, je mettrai une bonne note et un bon 7. Donc ça donne une note qui va être la même que celle d'American Horror Story. Encore une fois, c'est des pilotes que j'ai vus. American Horror Story est 12e. Est-ce que je mets Ma sorcière bien-aimée 12e, ou est-ce que je la mets à la 14e place? Alors moi j'ai pas vu American Horror Story, alors du coup j'ai envie de te dire, mets Ma sorcière bien-aimée dessus. Moi non plus.
Bah oui, moi Eh ben oui. aussi. Pour rappel au classement, les 5 dernières dans le flop 5, 24e Malcolm, 25e Undo Stress, 26e Emily in Paris, 27e Hartley Cœur à vif et 28e et dernière Les Mystères de l'amour. Quelle honte. Non, logique évidemment. Et dans le top 5, 5e Buffy contre les vampires, 4e Doctor House, 3e Stranger Things, 2e Seinfeld et première, toujours solidement accrochée à son trône, The Crown. Et du coup, si on place Ma sorcière bien-aimée devant American Horror Story, Ma sorcière bien-aimée prend la 12e place. Donc 12e Ma sorcière bien-aimée, 13e American Horror Story, 14e The Boys et juste devant, on a Atypical, 11e, Mentalist 10e, Fleabag 9, Gilmore Girls 8 et 7e Big Bang Theory. Voilà. Pour rappel, les 8 saisons de la série Ma sorcière bien-aimée sont à voir ou à revoir sur la plateforme de télévision molotov.tv, mais elle est également disponible en DVD. Et pour info, j'ai découvert juste avant cet enregistrement que les 3 premières saisons de Bewitched sont disponibles sur Dailymotion également. Un pilote presque parfait, c'est fini. Un grand merci à toi Alexandra d'être venue dans PPP. Merci Junior, à bientôt. Un grand merci également à toi Franck pour ta participation à ce nouvel épisode. Eh ben, merci à toi aussi Junior, un clairement meilleur épisode que le dernier, sur une meilleure série. Et bonne année à tous. Nous, on se retrouve prochainement dans PPP pour analyser le pilote de la série Weeds avec Marie-Louise Parker. Vous pouvez retrouver l'épisode de PPP que vous venez de suivre et tous les anciens sur votre appli podcast préféré, sur Apple Podcasts, Spotify ou Podcast Addict. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles pour nous aider à faire grandir ce podcast. On est aussi présent sur les réseaux sociaux, sur X, anciennement Twitter, @piloteparfait ou sur Insta, la saison des séries. Un grand merci à vous, auditrices et auditeurs fidèles de PPP. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite encore une fois à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et je vous dis à très bientôt. Ciao.